Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le tableau périodique des éléments. Donc, au départ, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait découvert plein d'atomes différents. Et on en a découvert une centaine jusqu'en 1869. Et on faisait des listes de leurs propriétés à côté. On les mettait en ordre de découverte. Un scientifique du nom de Dmitri Ivanovich Mendeleev a décidé d'essayer de classer plus logiquement ces atomes-là, parce qu'il commençait à en avoir beaucoup. Donc, il a commencé à rapatrier les propriétés semblables, mettre ceux qui conduisaient l'électricité, par exemple, ceux qui étaient brillants, ceux qui étaient malléables ensemble. Et est arrivé son tableau périodique des éléments, qui était une représentation des éléments qui sont regroupés par leurs propriétés. Donc, au départ, ça ressemblait à ça. Donc, oui, c'est en russe, entre autres. Puis, les regroupements sont quand même faits en fonction des propriétés. Donc, il y avait une certaine logique à ça. Évidemment, il s'est raffiné avec le temps. On l'a rendu de plus en plus fonctionnel avec de plus en plus d'informations. On avait quand même, ce qui était le plus important à l'époque, c'est le nombre de masses des atomes. Donc, une masse relative par rapport à l'hydrogène de tous les atomes. Par exemple, si le carbone était 12, c'est qu'il était 12 fois plus lourd qu'un atome d'hydrogène, qui était notre référence. Maintenant, le tableau périodique est encore classé par ses propriétés, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qui se sont rajoutés, d'autres informations à travers cette classification-là. On a premièrement divisé le tableau en colonnes et en rangées. Donc, on a les colonnes qu'on appelle les familles, qui sont indiquées par des chiffres romains en haut du tableau. Donc, je suggère d'aller voir votre tableau, d'aller regarder les chiffres romains. Il y a des chiffres romains avec des A et il y a des chiffres romains avec des B. Donc, famille des A, c'est celle qui va nous importer le plus cette année. La famille des B, on va utiliser les composés chimiques qui ont du B dedans, de la famille des B, mais on ne regardera pas nécessairement les propriétés exactes de ces atomes-là. Ce ne sera pas nos préférés, mettons. Sinon, ça c'est pour les colonnes, c'est des familles. Les périodes ou les rangées, donc, vont nous indiquer le nombre de couches électroniques ou orbites, ainsi que les niveaux d'énergie des atomes. Donc, si par exemple, je suis dans la période numéro, ici on est dans la période 5, ça veut dire que j'ai 5 couches, 5 orbites d'électrons autour du noyau. Finalement, on a classé aussi par le fait qu'ils étaient métaux, métalloïdes et non métaux. Donc, c'est pas une classification parfaite, on a essayé de faire le mieux de tout ça. Mais il existe une espèce d'escalier, donc une espèce d'escalier dans le tableau ici, que je suis en train de pointer avec mon laser. Cet escalier-là délimite la zone des métaux et la zone des non-métaux. Et de part et d'autre de l'escalier, on a les métalloïdes, à quelques exceptions près. Ça, c'est le tableau périodique actuel dans votre cahier. Donc, on voit bien ce que je nommais tout à l'heure, les familles qui sont représentées par un chiffre romain et une lettre. Donc ici, on a un A, ou IA, IIA, et on tombe dans les B ici, ce qu'on appelle des métaux de transition, et on retombe dans les A ici. 3A est ici. Donc, on avait le 2A là, et on saute jusqu'ici pour avoir le 3A. Sinon, on avait nos périodes qui sont représentées par les chiffres tout simplement sur les côtés, qui indiquaient le nombre d'orbites autour de notre noyau. Vous avez une petite zone ici, je tiens à préciser, regardez ici 57 à 71 et 89 à 103. C'est juste que le tableau aurait été trop large, donc on a fait une espèce de petite accolade ici et on retrouve principalement nos atomes radioactifs dans cette zone-là. Voici le tableau périodique qui va être utilisé dans les examens et aussi à l'examen du ministère. Donc, l'examen de fin d'année, c'est les informations que vous avez. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas à apprendre le nom des atomes par cœur. Il va être inscrit dans le tableau qu'on va vous fournir. Et les chiffres ainsi que les périodes et les familles vont être inscrits aussi. On a notre fameux escalier, par contre, ici, il n'est pas bien mis en évidence comme dans l'autre zone où on vous présentait aussi ce qui était liquide, solide, gazeux, etc. Il y avait plus de détails. Donc, faites attention de bien retenir que l'escalier ici commence en dessous du bord. Donc, il commence au bord et il descend comme un escalier jusqu'à en bas. On laisse ces atomes-là de côté, c'est des atomes synthétiques qui ne font pas partie nécessairement des ondes métalloïdes, métaux et non-métaux.
Je vais vous montrer une information qui est très importante dans le tableau périodique qu'on va utiliser, soit le numéro atomique et le nombre de masse. Le numéro atomique, c'est tout simplement le numéro dans l'ordre de l'atome. Donc, ça part de hydrogène 1, hélium 2, et ensuite on poursuit le 3 lithium, etc. Donc, c'est le numéro de l'atome, tout simplement. Et le nombre de masse, qui est ici, par exemple, qui représente la masse de l'atome. Donc, ça ici, c'est une représentation de l'atome de carbone. On met le numéro atomique en bas et le nombre de masse en haut, ainsi que le symbole chimique de l'atome. Le numéro atomique, il correspond à quoi? Au proton. C'est-à-dire que si on regarde dans le tableau, le numéro atomique, ça va être le chiffre qui est dans l'ordre, qui va être généralement en haut du tableau, mais ça se peut si vous changez de tableau, il soit en bas. Bref, c'est le chiffre qui n'a pas de chiffre à virgule et qui est dans l'ordre dans le tableau périodique. Ce chiffre-là donne le nombre de protons que possède l'atome. Par exemple, si je prends le silicium, je sais en regardant son numéro atomique qu'il y a 14 protons. Vu qu'un atome est généralement neutre, à moins qu'il soit en réaction chimique, donc vu qu'il est généralement neutre, il va avoir donc le même nombre d'électrons pour contrebalancer. C'est-à-dire que si on a 14 charges positives et qu'on veut être neutre, ça va nous prendre 14 charges négatives. Donc 14 électrons pour balancer le tout. Donc le chiffre qui va être en haut des cases, comme ici, va représenter le nombre de protons et par défaut, le nombre d'électrons. Ce nombre-là est distinctif évidemment à chaque élément. Le deuxième chiffre, donc le nombre de masse, c'est le chiffre à virgule qui va être généralement sous le tableau. Ce chiffre-là représente la masse du noyau de l'atome. Donc, vous vous souvenez, je vous avais dit que les électrons sont très, très légers, environ 2000 fois plus légers que les protons et les neutrons. Donc, on n'en tient pas compte dans le calcul de la masse. C'est pourquoi le nombre de masse qu'on retrouve dans le tableau périodique symbolise le nombre de protons et de neutrons ensemble. On estime le nombre de masses grâce à la masse atomique. On va voir plus en détail comment calculer cette masse-là, pourquoi il y a un chiffre à virgule, pourquoi ce n'est pas un chiffre rond. On va voir ça quand on va voir les isotopes au prochain cours. Donc, si on regarde, par exemple, le carbone, il y a 12,01. Donc, pour les biens de la cause, le nombre de masse, vu que ça symbolise un nombre de protons et neutrons, on va l'arrondir tout simplement à l'unité près. Si on prend un autre exemple, le phosphore, 30,97, à ce moment-là, on dirait que son nombre de masse est de 31. Le silicium, 28,09, on aurait 28. Donc, comprenez le principe, on arrondit pour trouver le nombre de masse. Donc, s'il y en a des petits rapides, vous m'avez vu venir. On possède un chiffre qui nous donne le nombre de protons et neutrons. Et on possède un autre chiffre qui nous donne le nombre de protons. Donc, quand je veux découvrir un atome a combien de neutrons, il va falloir faire une petite soustraction tout simplement. On va prendre le gros chiffre et on va soustraire le petit chiffre. Par exemple, le carbone, 12 moins 6, on a 6 neutrons. Pourquoi je dis ça? On y va plus en détail. Donc, on disait le nombre de masse, c'est ce qu'il y a dans le noyau, des protons puis des neutrons. Le numéro atomique, c'est le nombre de protons. Donc, combien y a-t-il de neutrons dans l'atome de carbone? Si je sais que dans son noyau, il y a 12 protons-neutrons et que parmi ces 12-là, il y en a 6 que c'est des protons. La réponse, c'est 6. On va faire le nombre de masse. Ici, j'ai la petite démonstration. On va faire le nombre de masse moins le numéro atomique et ça va nous donner le nombre de neutrons. Donc, ça, c'est des maths. Évidemment, je sais quand on met des lettres au lieu des X et Y, ça devient tout mélangeant. Essayez de comprendre, je vous laisse un moment, mettez sur pause, prenez le temps de vérifier que vous avez bien compris. Mais somme toute, ce qui est important de comprendre, c'est dans ton noyau, tu as des protons et neutrons. Le chiffre 12 représente leur masse. On sait que le numéro atomique représente juste les protons. Fait qu'on sait que sur les 12 choses dans le noyau, il y en a 6 qui sont des protons. Les 6 autres sont obligatoirement donc les neutrons. Vous pouvez faire un petit exercice ici rapide avec moi, compléter le tableau suivant. Je vous présente différents atomes. Vous allez avoir besoin de votre tableau périodique.
Je vous conseille de mettre sur pause la vidéo et de remplir les cases. Vous pouvez le faire sur une feuille à part. Donc, vous allez avoir le corrigé dans un instant. Donc, hop, voici le corrigé. OK. Encore dans notre tableau périodique, on sait maintenant qu'on a le nombre de masses et le numéro atomique qui sont dans chacune des cases. Si on regarde le tableau de manière générale, vous vous souvenez, on a nos familles et on a nos périodes. Les familles, on a aussi d'autres grandes familles. On a trois grandes familles, en fait, qu'on va appeler les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Si on regarde les métaux, c'est la plus grande partie du tableau périodique. Les métaux sont généralement à gauche du tableau périodique, à gauche de l'escalier, du fameux petit escalier ici. Leurs caractéristiques, ben, c'est des métaux, hein, fait que c'est brillant, c'est généralement malléable, par exemple comme de l'aluminium. C'est des bons conducteurs thermiques et électriques, c'est-à-dire qu'ils conduisent la chaleur et l'électricité. Généralement, ils réagissent avec des acides. Ils sont tous solides, sauf le mercure qui a la capacité d'être liquide à température pièce. Donc, nous avons ici les non-métaux. Les non-métaux sont à droite de l'escalier, sauf hydrogène, qui est tout seul dans son coin, mais lui, c'est un cas à part. Dans tous les cas, il va toujours être à part, vous allez voir. Donc, hydrogène est un non-métal aussi. Donc, les non-métaux comprennent une partie de la famille 4A et complètement la famille 8A. Ils sont ternes, friables, ils sont des mauvais conducteurs thermiques et électriques. On les retrouve généralement solides ou gazeux, sauf le bronze qui est liquide. C'est pas mal les seules choses qui sont à savoir par rapport aux non-métaux. Donc, vous avez finalement cette grande catégorie qui sont les métalloïdes. Métalloïdes un peu au même titre que des androïdes mi-humains et mi-machines. Donc, les métalloïdes sont mi-métaux, mi-non-métaux, possèdent des caractéristiques des deux à la fois, des fois conducteurs d'électricité, de chaleur, des fois non, des fois ternes, des fois brillants. C'est les ambigus du tableau périodique. Situés de part et d'autre de l'escalier, vous vous souvenez de notre escalier juste ici, sauf aluminium. Aluminium, c'est bien un métal, c'est facile à retenir parce qu'il est très brillant, il conduit bien la chaleur, bien l'électricité, il y a toutes les propriétés qui sont typiques des métaux. Donc, l'aluminium, vous le mettez dans la catégorie des métaux. Tous les autres, par contre, de part et d'autre de l'escalier, sont des métalloïdes. Ça arrive des fois que M. Carbone ici, selon sa forme, peut être un métalloïde. Par exemple, quand il est sous forme de diamant, il est un non-métal, donc il ne conduit pas l'électricité, entre autres. Par contre, quand on l'utilise sous forme de graphite, ce que vous avez dans vos mines de crayon, par exemple, on va le considérer comme un métalloïde parce qu'il va conduire, entre autres, l'électricité. Mais il va rester terne, friable, mais il conduit l'électricité super bien. Donc à ce moment-là, il y a tout d'un métalloïde. On va parler ici un petit peu plus en détail des familles. Donc, les 18 colonnes représentent chacune une famille différente. Le chiffre romain, il n'est pas là par hasard et il représente quelque chose. Il représente ce qu'on appelle des électrons de valence. Électrons de valence, c'est les électrons qui sont situés sur la dernière orbite de l'atome. Donc, par exemple, si j'ai du lithium qui a 3 protons, 3 électrons, je vais faire 2 orbites autour de lui. Il est dans la deuxième période, donc 2 orbites autour de lui. Et vu qu'il est dans la famille 1A, ben IA en chiffre romain, ça veut dire qu'il y a un électron sur sa dernière couche, donc sur la deuxième couche qui le compose. Les éléments d'une même famille possèdent donc tous le même nombre d'électrons sur leur dernière couche, du plus petit au plus gros, et ont des propriétés physico-chimiques semblables, sûrement dues à cause de ce phénomène-là. Donc, si on regarde dans une partie du tableau, je suis dans les familles 3A à 7A. Le bord, vu que c'est 3A en chiffre romain, ils ont tous 3 électrons de valence. La famille suivante, 4 électrons de valence. IV, ça fait, si vous vous souvenez vos romains, là, c'est 1 moins 5, donc ça fait 4. Le V représente 5, donc 5 électrons de valence. V avec le I de ce côté-là, ça fait 6. Donc 6 électrons de valence. Et finalement,
double I à côté du V de ce côté-là, ça fait 7. Donc 7 électrons de valence. Parmi les 18 familles du tableau périodique, il y en a 4 qui vont nous intéresser. Les familles des alcalins, qui sont ceux avec un électron de valence. Les familles des alcalino-terreux, avec 2 électrons de valence. La famille des halogènes, avec 7 électrons de valence. Et puis la famille des gaz inertes, ou gaz nobles, ou gaz rares. Eux autres, ils ont beaucoup de synonymes. Donc, gaz inerte, gaz noble ou gaz rare, avec 8 électrons sur leur dernière couche, sauf hélium. Ça, c'est important. Ça va être important plus tard. Donc, hélium, lui, il n'y en a pas 8, il y en a 2 parce qu'il y en a juste 2. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Allons-y avec la famille des alcalins. Les alcalins, c'est nos super réactifs. Dès que tu garoches ça dans l'eau, ça explose. C'est super sympathique. Ils ont un seul électron de valence. C'est tous des métaux très mous et très réactifs. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas dans la nature seuls. Ils réagissent généralement très rapidement et forment des composés, forment des molécules. Et donc, on ne les retrouve pas à l'état pur dans la nature. Attention, hydrogène est un non-métal et ne fait pas partie de la famille des alcalins, même s'il a un seul électron de valence. En fait, hydrogène n'a pas de famille. Vous allez rapidement retenir que hydrogène, c'est le rejet du tableau périodique. Donc, non seulement c'est un non-métal qui est tout seul de son bord, donc il n'y a pas rapport, il est avec tous les autres métaux, première chose qui n'est pas rapport. Il n'y a pas de famille, il ne fait pas partie de la famille des alcalins, il ne réagit pas du tout comme eux. Il n'y a même pas de neutrons, en fait. Le pauvre petit chou, il y a juste un proton au centre qui fait son noyau, puis un électron qui gravite autour. Donc, c'est vraiment le petit rejet du tableau périodique. L'hydrogène n'a pas de famille. Famille numéro 2, les alcalino-terreux. 2 électrons de valence, on les retrouve, comme son nom l'indique, alcalino-terreux. Hein, on les retrouve principalement dans la terre et les roches, comme par exemple le calcaire. Calcium fait partie de cette famille-là. Ils sont généralement malléables et assez réactifs quand même. Si vous remarquez, ils sont tous dans la même famille, donc la famille 2A. Si vous regardez en bas, ce que j'ai fait ici, la petite présentation, vous avez remarqué qu'ils ont tous 2 électrons sur leur dernière couche. Et c'est tout à fait normal. Tous les atomes qui font partie d'une famille, la famille 2A, vont avoir 2 électrons sur leur dernière couche, peu importe le nombre de couches qu'ils vont avoir. Si on regarde la famille des halogènes, donc eux autres sont dans la famille 7A. On dit la famille 17 parce qu'on a 18, hein? On a 18 colonnes, donc on les a numérotées, les colonnes. Mais c'est important d'utiliser le chiffre romain pour découvrir le nombre d'électrons de valence. Donc le chiffre romain, c'est 7A. Je vous rappelle qu'il y avait des B aussi, hein? C'est pour ça qu'on arrive dans notre compte. La famille 7A possède 7 électrons de valence. Ils sont généralement colorés. On les retrouve sous forme de sel. Ils sont réactifs et pas présents dans la nature seuls. On les utilise beaucoup comme bactéricides. Donc, ils sont très nocifs pour les bactéries. Par exemple, le chlore est là-dedans, l'iode qu'on peut utiliser dans les désinfections pour les chirurgies. Tout ça a la propriété d'être bactéricide. Nos derniers amis, les familles 8A, les gaz inertes, ou comme je vous disais, gaz rare ou gaz noble, possèdent 8 électrons sur leur dernière couche. L'hélium fait partie de cette famille-là, bien qu'il ne possède que 2 électrons de valence. C'est très simple, hélium, 2 protons, 2 électrons. Donc si vous regardez son numéro atomique, c'est 2. Donc, bien qu'il voudrait bien en avoir 8 sur sa dernière couche, il ne peut qu'en avoir 2. C'est très stable chimiquement, un gaz inerte. En fait, on les retrouve généralement à l'état pur et très rarement sous forme de molécules. C'est des atomes qui aiment être tout seuls. Ils sont pas réactifs ou pratiquement pas réactifs. On est quand même capable de les exciter et on les utilise d'ailleurs fréquemment dans les enseignes lumineuses. Donc, vu qu'ils sont très stables, on peut les exciter et les désexciter fréquemment sans qu'ils fassent de réaction chimique. Donc, c'est un côté positif des gaz rares. Dernière portion du cours, les périodes du tableau périodique. Donc, on a 7 rangées,
7 périodes différentes. Dans une rangée, on passe des métaux aux métalloïdes, puis aux non-métaux. Donc, on pourrait dire que la transmission, par exemple, électrique, dans une rangée, diminue. Donc, elle passe de bonne transmission électrique à moins bonne selon l'atome et à pas du tout quand on arrive dans les non-métaux. Une période correspond à une rangée dans le tableau périodique et ces éléments comptent le même nombre de couches. Donc, si je suis dans la rangée 2, comme l'exemple que je vous donne ici, lithium, beryllium, néon, tous dans la période 2, ils n'ont pas le même nombre d'électrons sur la dernière couche parce qu'ils ne sont pas dans la même famille. Mais par contre, ils ont tous 2 couches, 2 orbites autour de leur noyau parce qu'ils sont dans la rangée 2. Petite joke à part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. C'est un gros cours. Vous avez quand même un devoir. Il nous manque 2 choses à voir dans ce chapitre-là, soit les isotopes qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi il y a un chiffre à virgule dans le tableau périodique pour le nombre de masses. Et on va voir la périodicité, c'est-à-dire comment les caractéristiques des atomes évoluent dans le tableau périodique. Donc ces 2 choses-là, on va les voir après qu'on ait fait nos oraux. Pour l'instant, vous pouvez quand même faire une partie des activités dans le cahier d'exercice à la page 16, numéro 1 à 4, sauf le G et le H, plus les numéros 10 et 13. Amusez-vous. Au revoir!